Merci, je suis ravi d'être là cette après-midi ultra inspirante. Merci aussi pour les bonnes pratiques de la table ronde précédente. Je me rends compte que j'ai encore beaucoup de boulot à accomplir, mais on y va pas à pas et l'écoute des collaborateurs effectivement est super importante. Moi je dirige Shedline qui est un laboratoire de R&D, donc formulation et production de produits dermocosmétiques basé à Montsartou. En fait, nous sommes sous-traitants pour des marques, quels aient leur laboratoire ou leur usine ou non, pour les accompagner dans donc, la formulation et la production. Je vais prendre un prisme peut-être un petit peu différent de ce qui a été dit avant, parce qu'on est dans un métier où notre positionnement dans la chaîne de valeur fait que nous sommes entre les marques et les fournisseurs d'ingrédients. Donc, on voit on est au milieu de plusieurs forces qui nous poussent à vraiment avancer de manière extrêmement forte dans notre démarche RSE. En particulier, je vais prendre le point de vue des marques, on observe plusieurs mouvements, on observe plusieurs tendances. Historiquement, nos clients étaient très focalisés dans le domaine de la pharmacie, de la parapharmacie, et le business s'est développé et s'est orienté de plus en plus vers des marques à forte croissance distribuées sur Internet qui revendiquent un certain nombre de valeurs autour de la transparence des ingrédients, autour d'abord du bio, puis de la naturalité, puis maintenant le terme à la mode et la clean beauty. Donc la clean beauty, c'est finalement, peu importe le degré de naturalité d'un produit, mais c'est le fait de recourir à des ingrédients qui ne soient pas controversés. On observe également comme grosse tendance un axe très fort autour des labels. Alors on a parlé des labels bio, pourcentage de naturalité. Nous, on a eu un gros client la semaine dernière qui nous a dit bah, écoutez, à horizon de 2 ans, on ne travaillera plus qu'avec des entreprises qui sont certifiées EcoVadis. Quand on connaît un peu les impacts que ce genre de certification implique, ça nous fait vraiment réfléchir à la fois sur notre manière dont on approche le business en interne et aussi en externe. Donc ça c'est une première tendance. Je dirais que la plus grande transparence de nos clients et leur approche extrêmement forte en termes de RSE au sens large nous pousse vraiment à avancer dans ce sens-là. Le deuxième sujet, c'est un sujet qui est lié à l'ancrage local. Voilà, j'ai repris la tête de l'entreprise il y a 4 ans, on est basé depuis plus d'une vingtaine d'années à Montsartou, et je me suis rendu compte qu'on n'avait pas exploité suffisamment la richesse de l'écosystème local, que ce soit dans la prestation de services, dans les liens avec des fournisseurs d'ingrédients, de packaging. On parlait tout à l'heure avec Jean-Pascal, j'ai découvert que mon installateur de climatisation était ici présent, pareil pour les panneaux photovoltaïques. Donc en réalité, il y a une richesse très forte de l'écosystème qu'on a vraiment souhaité embarquer dans nos démarches en investissant des moyens financiers, mais aussi, c'est le troisième point du contexte qui est hyper important, et ça rejoint ce qui était dit avant, c'est que les collaborateurs prennent de plus en plus la parole en interne et on sent qu'il y a une vraie attente de positionnement et d'engagement de leur entreprise sur ces sujets-là et on peut plus l'ignorer. Maintenant, qu'est-ce qu'on a mis en place de manière très concrète? On a un métier d'industriel. On s'est dit, bon, bah, on va commencer petit et on va d'abord commencer par améliorer l'efficacité de notre process industriel. Dans la cosmétique, qu'est-ce qu'on consomme? On consomme de l'électricité et de l'eau. Bon, de manière très schématique. On a commencé par investir dans un système de traitement de l'eau qui va nous permettre typiquement de refroidir plus rapidement nos cuves en générant des économies substantielles d'eau. L'électricité, évidemment, c'est une commodité dont on ne peut pas se passer. De la même manière, de manière très pragmatique, on a mis en place tout un système de panneaux et autres qui nous permettent à la fois d'utiliser une énergie plus propre, mais aussi de réaliser des gains économiques. Et je pense que c'est aussi une dimension importante dans notre démarche. Le troisième point qui ressortait aussi très fort tout à l'heure et que je cautionne complètement, c'est en réalité développer une culture RSE au sein de l'entreprise qui souvent est présente, mais qui demande vraiment à être révélée, à être formalisée. Donc on a travaillé sur des chartes, on a travaillé sur
des engagements concrets des collaborateurs sur la base du tri sélectif. On utilise des packaging, des matières premières. On a mis en place tout un process extrêmement carré et rigoureux autour de la gestion des déchets. Et puis, on va au-delà de ça. Voilà, il y a des préoccupations très, très fortes autour de la sécurité, de l'hygiène des collaborateurs qui sont inclus dans ce domaine. Et on les accompagne sur ces dimensions-là. Avec quels résultats jusqu'à présent? Ce que je constate, on parlait tout à l'heure d'attraction, d'attractivité des talents. Ce qui est frappant quand je discute avec les stagiaires qu'on peut avoir ou les apprentis, c'est que au-delà de choisir une entreprise, effectivement une entreprise, ils choisissent un lieu de vie et ils souhaitent que leur employeur soit vraiment impliqué sur les domaines qu'on vient de citer. C'est une attente qui est extrêmement forte et plus on renforcera, et c'est une conviction intime, notre attractivité sur ces sujets-là, moins on aura de problèmes de rétention, de turnover, etc. Et ce qui est vraiment frappant quand je demande à mes nouveaux arrivants, voilà, dans la jeune génération, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, sur quel sujet vous prenez la parole, l'éco-responsabilité et le respect, la bienveillance en entreprise arrivent vraiment en premier lieu. Un deuxième impact assez parlant qui va donner un peu plus d'éléments quantitatifs dans ce que je viens de dire. Il y a 5 ans, on n'avait pas la certification bio, on a tenté un pari en la prenant. On générait entre 1 et 3% de notre chiffre d'affaires sur des produits cosmétiques bio. Maintenant, on est à plus de 25%. C'est-à-dire qu'à la fois, on a embarqué nos collaborateurs dans cette démarche, mais on a aussi eu une réponse du marché extrêmement favorable à ce qu'on a entrepris. Et ça nécessite des investissements de notre part. Et maintenant, voilà, prochaine étape, la parole sur tout ce qui est EcoVadis, Clean Beauty, etc. Pour ne pas faire trop long l'arité et tenir mon timing, ce que je constate, moi, le retour d'expérience comme dirigeant, il y a trois choses qui sont très importantes, à mon sens. La première, c'est le focus. On voit qu'il y a énormément d'initiatives qui sont possibles. Il y a des choses plus ou moins importantes dans nos sociétés en fonction de notre taille, de notre secteur d'activité, de la culture, de l'implication des collaborateurs. Et je pense que c'est hyper important de se focaliser sur quelques initiatives qui fassent du sens et vraiment de communiquer autour de ça en interne comme en externe, parce que les collaborateurs veulent être fiers de leur entreprise et de ce qu'ils font. Le deuxième sujet, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est à la fois il faut que ce soit des sujets qui soient impliqués par la direction, mais il faut à tout prix, c'était le sens de ce qui était dit tout à l'heure, des relais, alors à travers les SST, les équipes QVT, etc., mais des relais qui vont permettre de vraiment implémenter les bonnes intentions managériales dans le concret, dans les habitudes pour faire évoluer la culture. Et le troisième sujet qui pour moi est super important, c'est qu'il faut commencer petit, par des initiatives extrêmement concrètes, extrêmement quantifiables. Et je l'ai appris à mes dépens, quand au départ on plante le drapeau, on va faire telle ou telle initiative, etc. En fait, très rapidement, les collaborateurs vous renvoient la balle dans le timing. Ok, on a énoncé des objectifs super ambitieux, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment depuis? Peut-être que voilà, il faut, en tout cas, moi, mon retour, c'est agir avec humilité, commencer petit, communiquer, et surtout travailler sur des choses qui soient quantifiables et actionnables rapidement. Voilà en quelques mots. Bien. On continue. On continue. Allez. Donc Thierry Roger, responsable RSE chez Robertet. Alors je ne vais pas répéter ou réitérer des choses, des actions qui ont été mises en place auprès des entreprises qui ont parlé jusqu'à présent. Il est vrai que chez Robertet, beaucoup de choses telles que vous les avez décrites sont mises en place au niveau social, justement. Et je vais surtout insister sur une partie qui peut-être nous distingue de tous les intervenants ici présents dans la salle. C'est sur le fait que Robertet est connu comme, dans le monde des arômes et des parfums, comme une entreprise leader dans les matières premières naturelles aromatiques. Donc la gestion en fait des matières premières naturelles aromatiques dans ce domaine des arômes et des parfums est relativement complexe parce que jusqu'à présent nous considérions que, au même titre que M. Jourdain fait de la prose sans le savoir,
que Robertet faisait de la RSE sans le savoir à partir du moment où on traitait du produit naturel. Et en fait, on s'est rendu compte avec les années, récemment finalement, que cet aspect-là des choses n'était pas vraiment, n'était pas vrai, dans la mesure où acheter une matière première naturelle sur une filière, on porte une responsabilité bien sûr sur la filière, sur tout ce que peuvent faire nos fournisseurs au niveau social ou environnemental. Donc un accent particulier a été mis ces dernières années sur cette surveillance sur nos fournisseurs pour essayer d'avoir un œil beaucoup plus précis que possible que celui que nous pouvions avoir jusqu'à présent. Et cet œil plus précis, nous ne pouvions pas l'avoir en ayant des ressources simplement internes. Il a fallu que nous nous fassions épauler, aider par une ONG que certains d'entre vous connaissent, l'UEBT, de laquelle on est devenu membre et qui nous accompagne dans ces démarches de savoir si les filières sur lesquelles nous sommes engagés sont responsables dans leur façon d'agir. Avec, bien sûr, lorsqu'il y a, parce qu'elles ne sont pas toutes nickel, si on peut dire, avec, bien sûr, tout le travail qui s'ensuit sur des plans d'action mis en place pour s'assurer que tous les défauts éventuellement observés puissent être corrigés dans les mois et dans les années qui viennent. Donc ça, c'est un élément très important, et dans une société comme la nôtre qui comptait à fin 2021 pas loin de 1700 références de produits naturels approvisionnés, l'enjeu est terrible. L'enjeu est très grand, comme nous l'a dit une fois un de nos clients, vous avez une force et une faiblesse à la fois. Votre force, c'est votre présence dans le naturel, et votre faiblesse, c'est le nombre de produits que vous gérez. Il est vrai que quand on approche un client de produits finis, de parfums ou d'arômes, et quand on lui parle de la diversité de tous les produits naturels qu'on est amené à pouvoir utiliser dans nos parfums, nos arômes, ceux-ci sont très étonnés, sont interpellés, et dans un moment où on cherche énormément d'innovation, de créativité, de storytelling sur les filières. Effectivement, c'est une force, mais d'un autre côté, le monde fait en sorte qu'il faut s'orienter vers des choses qui sont de plus en plus responsables sur tout ce que l'on fait. Sans compter, bien sûr, c'est une chose dont je n'ai pas entendu parler jusqu'à présent, cette fameuse loi sur la traçabilité au niveau des fournisseurs en Europe, qui obligera chaque entreprise, pour l'instant sur les entreprises de plus de 5000 employés, qui ont l'obligation d'avoir une surveillance sur qui ont une responsabilité sur leurs fournisseurs de rang N. Donc ça peut aller très loin. Dorénavant, il est question que ceci s'applique pour des sociétés qui ont un nombre d'employés au niveau de 250. Je prends en Allemagne, monsieur, chez SAP, enfin ils sont déjà, c'est le devoir de vigilance. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Ce devoir de vigilance qui va s'imposer pour les entreprises. Le niveau devrait être abaissé à 250. Et la France, c'est-à-dire Bruno Le Maire, en fait, notre ministre de l'économie et des finances, envisage même de la baisser à 50. Donc vous imaginez le travail qu'il pourrait y avoir au niveau de nos petites entreprises ou aux ETI concernant ce devoir de vigilance qui est très important à mon sens et qui est une partie intégrante bien sûr d'une politique RSE d'une entreprise. Donc Robertet, à ce titre, les actions sociales on en a fait, pour citer l'une d'entre elles, on a quelque chose d'assez original qu'on veut mettre en place, comme on a pas mal de terrain sur le plan de Grasse. Nous allons installer, à compter de cet automne, un jardin potager pour lequel, bien sûr, nos employés pourront participer, pourront cultiver. Ce sera l'occasion pour nous, à la façon dont de Jean-Pascal en parlait, de rapprocher finalement les employés, l'homme de la terre, savoir que cultiver quelque chose, c'est pas si facile et que ça se mérite et que il faut quelquefois payer le prix cher pour y arriver. Donc, ce jardin potager sera à la fois pour nous une opportunité pour impliquer davantage de RSE au niveau de nos employés et d'un autre côté les former les former à l'approche terrienne finalement, chose que beaucoup de gens ont oubliée dans le monde tel qu'on le vit. Donc Robertet, un autre élément important à signaler, c'est vrai que ça fait partie de la stratégie de l'entreprise depuis quelques années. L'utilisation de produits naturels, c'est bien, mais l'utilisation de produits naturels issus de l'agriculture biologique, c'est mieux. Donc c'est à ce titre que Robertet a investi ces dernières années dans 3 structures maintenant,
à savoir la société Sapad, la société Sirius et la société Astier des Marais, ça date de la fin de l'année dernière, qui ont des expertises particulières dans ces domaines-là pour nous apporter cette expertise justement dans le domaine de l'agriculture biologique ou des produits issus de l'agriculture biologique pour les mettre à la disposition de nos aromaticiens et de nos parfumeurs afin de faire des produits plus vertueux d'un point de vue environnemental. Et tout ceci pour être bien sûr, on pourrait en rajouter une couche, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, en collaborant étroitement avec la société EcoCert à travers son attestation FFL, donc Fair for Life, qui permet de donner une dimension commerce équitable, donc un partage des bénéfices dans les produits qu'on peut être amené à acheter à nos fournisseurs. Parce que ce n'est pas parce qu'un produit est bio, c'est du bon sens, qu'un cultivateur nous fournit une huile essentielle bio, que pour autant il aura bien payé effectivement son personnel pour obtenir l'huile essentielle en question. Donc cette dimension Fair for Life, qui est promue par EcoCert, est une chose importante sur laquelle on va mettre beaucoup d'accent dans les années qui viennent. Et enfin, je vais terminer là parce qu'il pourrait y avoir beaucoup d'exemples. Nous avons, dans la parfumerie, on fait de l'huile essentielle, mais on fait également des extraits par solvant. Les solvants utilisés jusqu'à présent étaient beaucoup issus de la pétrochimie. Donc la pétrochimie, primo, c'est pas durable, et secondo, c'est générateur de gaz à effet de serre, vous le savez tous. Donc Robertet investit beaucoup en ce moment sur des procédés qui permettent de s'affranchir de cette pétrochimie, en utilisant par exemple une technique que certains d'entre vous connaissent déjà, c'est-à-dire l'utilisation du CO2 à l'état supercritique. Le CO2 est naturellement présent, il suffit de le pomper, enfin bref, l'utiliser comme solvant, c'est parfait. Mais on a également d'autres procédés qui sont dans le pipeline et qui nous permettront à terme d'avoir des extraits beaucoup plus vertueux en termes d'extraction. Voilà, je terminerai là en donnant ces exemples sur ce qu'on peut faire chez Robertet, un peu plus orienté vers la RSE. J'ai le droit de démarrer avec une question. Oui. Mais je trouve ça super intéressant. À vous, oui. Je pense qu'on ne peut pas surévaluer l'impact que vous pouvez avoir à votre écosystème, à vous, c'est-à-dire aux fournisseurs des 1700 matières premières. Donc, je voudrais bien en savoir plus. Est-ce qu'il y a une charte? Sur quels critères vous essayez de Alors jusqu'à présent, on utilisait... On avait conçu un questionnaire qu'on adressait à nos fournisseurs. Sur ce questionnaire, on leur demandait de répondre à moult questions sociales, environnementales, éthiques, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, pour donner à ces fournisseurs une note de durabilité. Et si jamais il y avait une note de durabilité qui était faible, on allait voir le fournisseur en lui disant vous pourriez améliorer ceci comme ça, on l'accompagnait. Mais en fait, vous pouvez l'imaginer, c'est quelque chose qui est très time consuming et beaucoup de ressources pour faire ce genre de choses-là. Et donc même si ceci existe toujours, enfin ça c'est mon opinion, c'est en train de se mettre en place. Il existe un organisme qui s'appelle CEDEX, qui génère les fameux audits SMETA, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, et cet organisme CEDEX est en train de monter en puissance et aide beaucoup des entreprises comme nous à avoir une surveillance sur les fournisseurs à partir du moment où ils sont membres CEDEX également. Cela va de soi. Et eux identifient, font des cartographies des risques sur les fournisseurs que nous avons, et nous aide finalement à avoir une vue plus synthétique, plus rapide sur nos fournisseurs et sans avoir... Parce que aussi le problème des questionnaires, ça je veux insister là-dessus, c'est que des sociétés comme nous en envoyons, nos grands concurrents en envoient, des plus petites structures certainement en envoient pour répondre à ces engagements RSE de leurs fournisseurs, mais vous pouvez imaginer le travail qui est demandé à ces fournisseurs à remplir ces questionnaires, c'est quelque chose de purement aberrant. Donc si par contre ces fournisseurs étaient simplement membres CEDEX, ils pourraient être amenés à répondre à toutes ces demandes de leurs clients en aval. Voilà, CEDEX. Et alors, pas plus tard qu'à midi, on me partageait ceci. EcoVadis est en train de monter en puissance. Et il se pourrait bien que dans le domaine des achats responsables, ils arrivent à concurrencer finalement ce que fait CEDEX, qui est une boîte anglo-saxonne, et qui pour l'instant est performante dans le domaine. Sachez-le. Merci. Du coup, vous pouvez continuer. On est content de terminer par Bleu Vert, entreprise à mission. Merci d'avoir patienté parce que vous êtes le dernier. Alors, on va commencer juste, si vous me permettez, à moi une question pour introduire. C'est quoi une entreprise à mission?
Allez. C'est une entreprise qui a, dans notre cas, décidé de formaliser des engagements pris longtemps avant pour les communiquer plus facilement. Parce que dans la RSE, à mon avis, il y a ceux qui la font et ceux qui en parlent, et c'est pas toujours les mêmes. Et nous, on n'est pas très bon pour en parler, et pour le faciliter un peu, c'était une demande des salariés. On a hésité entre B Corp, enfin on a étudié plusieurs labels. Finalement, l'entreprise à mission française, donc c'est une loi, c'est un statut. Malgré le fait que c'est un statut de société et c'est en France, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus pragmatique que la B Corp où je ne me sentais pas à faire un examen de la possible corruption de salariés envers tout ça. C'était pas notre réalité du tout. Donc l'entreprise à mission, en gros, on a écrit ce que nous faisons déjà, plus deux objectifs pour l'avenir. Là, on est en train de mettre en place le comité de mission. Enfin, il va avoir lundi prochain sa première session. Voilà, c'est une façon pour nous, relativement simple de formaliser quelque chose qui existait auparavant. Et voilà. Bleu Vert est une entreprise créée il y a presque 25 ans, donc ça sera l'année prochaine. Nous sommes dans le Vaucluse. Aujourd'hui, nous avons 40 salariés. Nous distribuons des produits cosmétiques bio et nous sommes depuis 5 ans aussi concepteurs. Nous avons notre propre petit labo recherche et développement et donc nous sommes clients de Robertet, entre autres. Mais nous sommes extrêmement à l'autre bout de la chaîne, pas seulement en termes de logistique, parce qu'ils nous fournissent des produits que nous mettons dans les produits qui sont après bons, mais aussi parce que nous sommes beaucoup plus petits. C'est une entreprise familiale, une PME qui joue dans une autre catégorie évidemment que Robertet. Nous faisons plein de choses. Nous avons un siège éco-conçu avec plein de photovoltaïques, avec une phytoépuration des eaux usées, avec, je l'ai noté ici, oui, on fait depuis 2009 d'ailleurs un bilan carbone, et si quelqu'un dans la... j'ai déjà posé la question à vous, ça. Nous cherchons toujours, peut-être que vous pouvez nous aider ou quelqu'un d'autre, nous cherchons le bilan carbone des matières premières, des matières premières que nous utilisons en cosmétique, notamment des tensioactifs. Impossible de les avoir. Vous aussi? Oui. D'accord. Bonne question. Donc je vous donne ma carte, si le premier qui trouve va prendre l'autre. Donc on galère, on est depuis 10 ans, on est sur une bonne partie du scope 3, mais cette partie-là qui est quand même un peu cruciale, on n'y arrive pas du tout. Alors bon, pour vous rassurer, bon, je me permets de répondre, c'est vrai qu'on est dans l'exercice, nous, on s'est dit, on a une notion d'émissions de gaz à effet de serre au sein du groupe, total, qui est de 1 kg par kilo de produits fabriqués au sein de la structure, sur les périmètres 1 et 2. On n'a pas fait le 3. Bon, on est en train de faire le 3, mais parce qu'on a dans l'objectif, à terme, de répondre au genre de questions que vous posez pour les fabricants tensioactifs. Parce qu'on estime que tous nos clients vont nous demander à un moment donné, que ce soit pour une matière que nous vendons, ou que ce soit pour un parfum ou un arôme que nous mélangeons et que nous vendons, d'avoir ces indications sur ces empreintes carbone sur chacun des ingrédients, parce que ça apparaîtra sur un emballage, parce que le consommateur le demandera et que ce sera presque un critère de sélection finalement sur un produit qu'on va acheter dans le commerce. Donc, par exemple, on est en train de le faire. Donc, je sais, il doit y avoir, et je pense que beaucoup d'autres structures sont aussi en train de le faire, mais que ce n'est pas encore disponible. Même auprès de nos grands concurrents, j'ai fait la même demande et je n'ai pas eu des réponses. Je sais que peut-être aussi, juste les bilans carbone, on essaie d'avoir des informations des fournisseurs pour faciliter le travail, effectivement, après le scope 3. On n'y est pas Et on est plusieurs dessus. Donc ça, c'était la partie produit. Nous faisons un peu de sociétal aussi. Nous travaillons en mécénat d'entreprise avec une entreprise d'insertion locale, et donc nous avons maintenant 2 salariés qui sont passés chez nous. Je trouve en mécénat d'entreprise avec une entreprise d'insertion locale,
et dont nous avons maintenant 2 salariés qui sont passés chez nous. Je trouve très important la partie sociale entreprise et je donne 2 exemples de ce que nous faisons. La première, c'est qu'on a établi depuis 12 ans un intéressement qui distribue 33% des bénéfices aux salariés. Dans la limite, il y a une limite légale que nous ne pouvons pas dépasser. Je ne me souviens plus exactement comment ça se calcule, mais il y a une limite que nous ne déterminons pas. Mais donc on a un intéressement assez conséquent et qui est égalitaire. C'était un souhait des cadres qui est égalitaire en fonction du temps de travail et pas en fonction du salaire. C'est-à-dire les personnes, en gros ça veut dire pour les plus petits salaires, ça fait le 13e, 14e, 15e mois. Nous avons une pyramide de salariés, et ça c'est dans les statuts d'ailleurs d'entreprise à mission. Nous avons une pyramide salariale du plus petit au plus grand salaire qui ne dépasse pas 5. Donc c'est les normes de l'économie sociale et solidaire en France. Voilà, qu'est-ce que je peux dire encore? Quelques mots sur la gouvernance. Non, c'est parce qu'on a parlé, Eza a parlé beaucoup de dialogue. Nous, on fait plusieurs réunions d'entreprise par an qui sont thématiques et ad hoc, mais il y en a une qui est systématique, c'est les réunions bilan. Et ça, c'est un parti pris que moi j'ai pris. Je traite les salariés comme les actionnaires. Je explique le bilan, j'explique ce qu'on a fait avec des mots qui sont compréhensibles pour tout le monde, mais j'explique ce qu'on a fait, j'explique où on s'est trompé, ce qu'on va corriger, quels sont les projets pour l'année à venir. Donc je les implique comme des actionnaires. Voilà. Je crois que j'ai fait cette liste-là. J'étais normalement venu, comme je crois que nous on a parlé de ça, comme poil à gratter, parce que je suis en contradiction totale avec le sujet qui était énoncé. Le sujet énoncé, c'était comment utiliser la RSE, enfin je cite librement, pour valoriser sa marque et améliorer sa réputation. Je suis très content de voir que la totalité des personnes qui ont parlé devant moi ne sont pas dans cet esprit-là, parce que ça ne fonctionne pas. On ne peut pas faire la RSE avec d'autres objectifs que de faire de la RSE. On ne peut pas faire de la RSE pour avoir plus de succès commercial, pour plaire à, je sais pas, à l'éclair, je ne sais pas si c'est dans les cadres de l'éclair, mais ça ne fonctionne pas. Nous, on a de la chance parce qu'on est démarré comme une petite boîte écolo-militante, donc on a le chemin que d'autres font encore. Nous, il nous a été, dès le début, on l'a eu avec notre ADN, donc c'était à la limite plus facile. Mais on ne l'a jamais fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas très bien à en parler. On n'a jamais fait pour atteindre un autre objectif que celui-ci. Donc, c'était un peu mon message, mais bon, j'arrive à la fin, donc c'est un peu raté, pour dire que, en gros, si on ne s'intéresse pas au bien commun, il ne faut pas faire de la RSE. C'est aussi simple que ça. Si on a fait pour plaire à un client, au public en général, ça ne va pas fonctionner parce que ça va pas être vrai et authentique. Voilà, ça c'est mon petit message de fin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je rebondis sur le bien commun et on a le sentiment d'une nuée d'entreprises qui sont en marche sur un processus, mais pour certaines qui font la même chose. Et je me demande si, considérant l'ensemble globalement, au fond, c'est efficace et si on n'a pas beaucoup de gens qui tournent dans la même roue, enfin, vous voyez, une duplication du travail, de l'énergie. Alors, je sais que c'est un peu la loi de la libre concurrence, etc. Mais au fond, est-ce que c'est pensé de la façon la plus efficace pour avancer le plus vite possible collectivement sur une urgence RSE? Pour être franc, si ça marche avec la charte de Robertier, probablement on va les acheter. Si vous êtes après. C'est pas, je vais pas donner. Photocaisse.
est notre porte. Non, mais moi je trouve ça super inspirant de voir à plein d'endroits, dans des situations diverses, avec des personnes qui sont évidemment différentes, qui développent des initiatives intéressantes. Donc je ne vois pas qu'on fait des doublons, mais ça pousse partout.